La lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Merci d'être avec nous donc dans notre mini-magazine consacré aux matières premières agricoles. Toutes les infos évidemment que je vais développer sont à retrouver sur le site tous les jours et bien plus encore. On commence avec la truffe blanche d'Italie qui peut désormais être cultivée en plantation. En France, c'est une première. Des chercheurs l'ont confirmé après plusieurs années de recherche. C'est une vraie avancée car cette variété n'était jusque-là récoltée que dans les forêts d'Italie et d'Europe centrale. Jusqu'alors seulement la truffe noire et la truffe de Bourgogne pouvaient être produites sur notre sol de manière contrôlée. À noter que la truffe blanche peut coûter jusqu'à 5 fois plus cher que les truffes produites en France jusqu'ici. Autre information, en 2020, les importations d'agrumes vers l'Union européenne ont battu un nouveau record. En effet, selon Eurostat et le ministère espagnol de l'Agriculture, elles auraient totalisé un volume de près de 2 200 000 tonnes de janvier à octobre. Cela représente une augmentation de plus 15,4% par rapport à la même période l'an dernier. L'Afrique du Sud se place à la première place des exportateurs avec presque 1 million de tonnes expédiées, soit 44% du volume total. Le pays affiche une augmentation de ses envois de 24,8% par rapport à la saison précédente. À la deuxième place, on retrouve l'Égypte avec une augmentation de 16% et la Turquie suit avec une hausse de 49,5% par rapport à 2018-2019. Et puis enfin un mot sur Tereos qui a annoncé qu'il présenterait ses nouvelles priorités stratégiques et opérationnelles à moyen terme, donc avant l'été. Le groupe s'est donné comme priorité de rétablir les conditions afin de valoriser au mieux les productions de ses adhérents et de renforcer la confiance et la transparence auprès de ses parties prenantes. Selon le nouveau président du conseil de surveillance, cette ambition pour Tereos passe par une meilleure profitabilité de l'ensemble des activités et par une réforme de gouvernance qui doit exprimer son statut de coopérative, des objectifs corrélés à un chiffre d'affaires qui a progressé de 2% sur le troisième trimestre 2021. L'EBITDA a bondi de 11%, un taux de change courant à 135 millions d'euros sur la période, tandis que le résultat opérationnel est resté stable à 31 millions d'euros. Voilà pour les principales informations. N'oubliez pas, vous pouvez les retrouver et avec encore plus de détails sur le site La Lettre de l'Acheteur. À suivre dans un instant notre interview du président de la Chambre d'agriculture de la Mayenne. À tout de suite. L'interview de La Lettre de l'Acheteur avec notre invité aujourd'hui, Stéphane Guillier, président de la Chambre d'agriculture de la Mayenne 53. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes également exploitant agricole, producteur de lait. Ma première question concerne le salon de l'agriculture qui devait avoir lieu dès demain, qui devait se tenir dès demain. Il est évidemment annulé cette année. C'est un coup dur pour la profession qui bénéficie d'un coup de projecteur chaque année grâce à ce salon. Oui, bien sûr, c'est un coup dur pour la profession agricole parce qu'on est habitué à ce salon et à faire au cours de cette semaine valoir notre profession auprès du grand public. Malgré tout, au regard du contexte, je crois que on s'en remettra. Je pense que cette annulation du salon de l'agriculture, au regard de la situation des restaurateurs, des cinémas, de la culture, au regard de la situation sanitaire, au regard des 80 000 morts en France et au regard surtout de l'état d'esprit aujourd'hui fatigué de l'ensemble de la population avec cette crise sanitaire, écoutez, on s'en remettra et on fera tout pour faire en sorte qu'il y ait un salon de l'agriculture l'année prochaine et puis on essaiera de mener des petits événements un peu plus sanitaires compatibles, je dirais, dans nos départements, un peu plus en local. À plus petite échelle, des rassemblements quand même ? Bien sûr, à plus petite échelle. Je crois qu'il y a une semaine de l'agriculture qui se prépare pour la mi-mai prochain sous l'égide justement du salon de l'agriculture. Et puis localement, on va essayer de tenir nos fêtes de l'agriculture traditionnelle. Et à l'échelle de la Mayenne, par exemple, on a une grande journée le 30 juin prochain à l'occasion du Tour de France où nous ne manquerons pas de montrer la qualité de nos produits et la motivation et la mobilisation des agriculteurs. On parlait des difficultés que tout le monde vit en ce moment avec cette crise sanitaire et économique. Quel bilan vous faites pour votre profession de l'année 2020 ? Quel premier bilan ? Alors pour l'année 2020, en ce qui concerne la Mayenne plus particulièrement, alors bien entendu la situation est contrastée, mais on s'en sort pas trop mal globalement.
ce qu'on peut constater, c'est que les chaînes logistiques, elles ont tenu bon. Par exemple, l'approvisionnement, la collecte du lait dans nos exploitations a toujours eu lieu, même si ça a été compliqué parfois pour les laiteries. Donc la situation pour le monde de l'élevage, elle n'a pas été trop mal au regard de la crise sanitaire. Malgré tout, il y a des secteurs d'activité qui sont en grande souffrance. Je pense au végétal spécialisé qui, au printemps dernier, a perdu énormément d'argent. Et je pense notamment à nos collègues du Maine-et-Loire. On est un peu moins impactés en Mayenne, mais qui ont été très très impactés. Je pense aussi à des productions un peu spécialisées qui habituellement approvisionnent la restauration hors domicile. Je pense aux producteurs de pigeons, de cailles, qui ont vu leur vente s'effondrer complètement. Donc effectivement, des secteurs en grande souffrance. Au-delà de ça, je pense que l'élevage souffre de manière globale d'un manque de rentabilité. Ce n'est pas nouveau, mais ça se voit particulièrement en ce moment. Nos charges augmentent, pas nos produits, et quand forcément les chaînes d'approvisionnement, le pouvoir d'achat des consommateurs, quand tout cela est bousculé, notamment par cette crise sanitaire, forcément que ça se voit sur nos exploitations. Concernant la régulation des prix, le ministre de l'Agriculture a déclaré récemment que l'application de la loi alimentation allait être renforcée par des contrôles plus fréquents. Est-ce que cela suffit ou non ? Écoutez, je pense que pour que cela suffise, ça peut suffire, mais il y a encore beaucoup de travail, et notamment beaucoup de travail dans la prise de conscience de la part notamment des grandes surfaces, de l'intérêt stratégique de l'alimentation, de ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est bien, mais ça ne va pas assez vite. La loi Egalim, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Trop peu de contrats prennent aujourd'hui en compte nos coûts de production. Il faut des contrôles, bien entendu, mais il faut avant tout un état d'esprit, faire en sorte qu'on soit tous des partenaires dans les filières et non pas opposés les uns aux autres. Les négociations commerciales se terminent ce lundi entre les industriels et les distributeurs. Qu'est-ce que vous en attendez ? On en attend justement cet état d'esprit, faire en sorte que on puisse tous être dans la chaîne de valeur et dans la chaîne logistique de l'approvisionnement et de l'autosuffisance alimentaire française. La construction des prix en marche avant, les contrats tripartites, ce sont des éléments qui feraient du bien au monde agricole, mais force est de constater que malgré des résultats exceptionnels pour les grandes surfaces en 2020, les négociations se passent de manière toujours aussi difficile, aussi tendue, et c'est ce qui fait que il y a des réactions du monde agricole ici et là, un petit peu partout dans ce pays. Merci beaucoup Stéphane Guillier d'avoir répondu à nos questions. À suivre dans un instant la commo du jour. La commo du jour avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu, vous avez sélectionné pour commencer le coton dont on va parler. Oui, bonjour Clotilde. Alors le coton m'a intéressé parce qu'il approche en fait d'un niveau clé. Ce niveau clé, quel est-il ? C'est 97,30 au final. Ce sont les sommets de janvier 2014, les sommets de janvier 2018, en janvier 2020. On n'a pas eu de sommet, on a plutôt eu un creux en fait, et on a eu un excès baissier en fait sous l'intervalle d'évolution de moyen long terme du coton sous 54,50. Eh bien, le mouvement qui a suivi a été une impulsion particulièrement violente et les cours ont maintenant rejoint le niveau de résistance. Alors à chaque fois, on a eu des réactions baissières assez nettes. C'est encore le cas, pas sur cette bougie, mais depuis hier, en fait, le coton a corrigé. C'est un niveau clé d'une certaine façon. Si on veut assister à un rebond plus durable en direction des résistances de moyen long terme vers 140 du coton, il faudra franchir 97,30. Tant que ce niveau 97,30 ne sera pas débordé à moyen terme, on restera sur des mouvements assez dynamiques, mais d'une certaine façon sans réelle tendance. Donc si je me projette un petit peu, pour l'instant on a une réaction baissière sur 97,30, on a donc une chance de revenir entre 79 et 71.
Et grosso modo, c'est sur le milieu de la consolidation que tout se jouera. Si on repart de l'avant, on aura de fortes chances de déborder 97 et puis de viser 113 et 140. Donc on surveille le coton pour les mois à venir. Il risque d'y avoir pas mal de choses à dire. Autre sujet aujourd'hui, le blé meunier. Oui, blé meunier dont on parle régulièrement ici, de façon de toutes les céréales. Les céréales en ce moment sont quand même sacrément haussières. Il y a eu des phases d'accélération particulièrement robustes ces dernières semaines. Le blé meunier n'a pas échappé à la règle. Les cours ont ainsi franchi 222. Qu'est-ce que c'est 222 ? Vous voyez là aussi, sommet de 2014, sommet de juillet 2018. Là aussi, on a testé et finalement, on a franchi. Les cours sont revenus se positionner sur ce niveau d'ancienne résistance. Il devient donc un nouveau support. On a une polarité et en analyse technique, et bien lorsqu'on a des polarités, c'est qu'on est en tendance. Vous voyez, la dernière polarité, c'était aux alentours des 199, deux fois résistance, et puis on franchit, on revient se positionner dessus et on repart de l'avant. Grosso modo, c'est mécaniquement ce que j'anticipe encore maintenant, c'est-à-dire la formation de nouveaux plus hauts. La prochaine résistance, c'est 254. La tendance haussière, elle est très très bien ancrée sur le blé meunier, surtout les céréales d'ailleurs en règle générale. Merci beaucoup Mathieu Driol. C'était la lettre de l'acheteur. Merci de nous avoir suivis. À suivre dans un instant le JT de vuedailleurs.com.